Jacques Bompard, bonjour. Bonjour. Vous êtes chirurgien dentiste, mais surtout homme politique. Vous avez été maire d'Orange, dans le Vaucluse, pendant plus de 25 ans, de 1995 à 2021. Et votre nouveau livre s'intitule « Le gouvernement des juges ». C'est de ce livre dont on va parler, que l'on peut acheter sur le site tvl.fr dans la boutique TVL. D'entrée de jeu, vous donnez le ton en indiquant que ce livre est d'abord un cri de colère et non une longue plainte de justification. Ici, je ne pleure pas, je hurle. Oui, je hurle parce que je crois que dans ce pays, quand on y vit et qu'on l'aime, on ne peut pas hurler parce que tout est motif à hurlement. Hein, le gouvernement qui détruit tout, la presse qui le soutient et qui l'aide à détruire, et les établissements divers qui détruisent, qui sabotent et qui, en fin de compte, sont en train de ruiner notre pays, mais pas que notre pays d'ailleurs, la France, et peut-être plus largement que ça, notre civilisation au sens noble du terme. Alors pourquoi mener une réflexion particulière sur la justice dans l'effondrement politique, social, économique, moral de notre pays? Le problème de la justice vous semble-t-il prioritaire? Oui, je crois qu'il est prioritaire parce qu'il est le moyen de régulation qui permet au système de détruire ce qui le gêne. Quand on gêne le système vraiment, eh bien, il n'y a qu'une solution, c'est soit l'assassinat, mais ce n'est pas encore très à la mode en France, ça viendra peut-être, pour le moment ce n'est pas encore à la mode, mais il y a un autre réseau, c'est la justice. Parce que notre droit est devenu tellement farfelu et la puissance de décision des juges est telle, le fait qu'il n'y ait aucun contre-pouvoir contre les juges fait qu'un juge peut faire ce qu'il veut, s'il le veut. Et en fin de compte, c'est une des rares professions, avec celle de président de la République, qui est de ce style-là, où il n'y a pas de contre-pouvoir et où celui qui a le titre et qui a la volonté de nuire peut nuire à sa guise. Donc, je pense que la révolution qu'il faut mettre en place pour sauver notre pays passe presque prioritairement, pas prioritairement, en fait c'est le politique qui est prioritaire, mais passe tout de suite après le politique par la mise des juges, non pas sous tutelle, mais sous contrôle du peuple, parce que le peuple est là pour être servi par les institutions. Et les juges ne sont pas là pour servir l'État ou quelque force qu'il soit, économique ou autre qu'il soit, ou idéologique qu'il soit, il est là pour servir le peuple. Or, les juges se foutent du peuple comme de leur première chemise. Et vous affirmez même, vous avez des mots très durs, quand le système a perverti la justice, qui n'est plus un outil à détruire le mal, mais plutôt à le répandre, ce mal. Oui, parce que, prenons un exemple concret. Nous avons des manifestations tout à fait folles, tout à fait scandaleuses, tout à fait anti-républicaines d'ailleurs, et tout à fait inadmissibles. L'État a d'ailleurs mis contre ces manifestations toutes ses forces de l'ordre. Ce qui fait que s'il faut défendre un village ou une personne attaquée pendant des manifestations, il n'y a plus de personnel pour le faire. Les policiers arrêtent des contrevenants. Hein, et que fait la justice? La vocation de défendre le pays, donc mettre ces gens-là hors de nuire, elle les relâche avec une admonestation. Or, l'admonestation ne fonctionne pas dans un système révolutionnaire. Ce qui fonctionne, c'est la cohérence, la justice et la sanction. Or, on sanctionne facilement quelqu'un s'il a des propos qui ne sont pas conformes aux pré-pensées. On est bien placé dans notre camp pour le savoir. Mais par contre, quelqu'un qui franchit la loi, s'il est soutenu par une arrivée de pays étrangers et de pays du Sud en général, et s'il a la jeunesse pour lui, il est totalement à l'abri. Hein, il peut casser, voler, tuer. D'ailleurs, comme il est masqué, les forces de l'ordre ne pourront pas établir que c'est bien lui qui est causal, et donc l'irresponsabilité est acquise. Et dans ce contexte-là, il est bien évident que c'est la justice qui peut changer les choses et mettre en place du bon sens là où des lois, bien souvent, n'en ont pas.
Alors, pour aboutir à votre point de vue, vous faites un état des lieux de la justice française, vous énoncez les raisons de son délabrement et les maux qui la gangrènent. Quels sont les plus dangereux? Une justice d'extrême gauche acquise au wokisme ou une justice de connivence qui fabrique le droit au lieu de le dire? Ben, tout est vrai. Mais alors là, je dois confesser que sur ce dossier-là, je n'ai pas fait preuve d'originalité parce qu'il y a toute une flopée de livres sur la justice qui sortent et tous sont d'accord pour dénoncer les mêmes choses que moi. Hein. Donc, je ne fais pas preuve de grande originalité, mais je crois qu'il fallait le dire et le rappeler et le montrer parce que sinon, eh bien, on ne comprend pas. On ne comprend pas que dans le contexte où nous sommes, dans le contexte judiciaire où nous sommes, eh bien, on ne peut pas sortir de la destruction de notre pays et de notre civilisation. Donc, il fallait le faire, hein, le dire et le montrer, mais après, il faut aller plus loin. Il faut aller plus loin parce que il y a des choses à faire et il faut avoir le courage de les faire. Parce que dans ce pays, ce qui manque le plus, c'est pas le bon sens, il y en a, mais c'est le courage d'affirmer son bon sens, le courage de dire autre chose que ce que dit tout le monde, parce que, hélas, ce que dit tout le monde, si ça ne correspond pas au prêt à penser, c'est balayé et ignoré. Alors, vous allez quand même un peu plus loin que certains autres auteurs. Vous parlez d'une justice sous influence, livrée sans vergogne aux pressions financières et idéologiques. Tout y est. Tout y est. Il y a des exemples pour tout. Et d'ailleurs, même les pressions financières aujourd'hui sont devenues légales, puisque certains peuvent négocier avec leur juge leur punition au lieu que ce soit le juge qui la juge. Il y a des accords financiers qui se font, qui étaient réservés aux affaires économiques, mais qui maintenant est passé aux affaires des politiques quand ils sont du bon côté du système. Donc, on connaît l'école nationale de la magistrature, qui est une école d'extrême gauche. On connaît tous les éléments qui font que la justice ne fonctionne plus. Mais pour ma part, l'élément où je suis le seul à intervenir, par contre, c'est sur le fait que les juges doivent pouvoir être sanctionnés. J'étais chirurgien dentiste, vous l'avez rappelé, on a une profession, si on commet une faute, on commet une erreur, on se retrouve dans les juges, on est jugé. C'est normal. Normalement, toutes les professions sont dans le même cas, sauf les juges. Hein. Quand les juges font une bêtise, en général, ils sont promus. Non, ce n'est pas bon et il faut que les choses changent. Alors, je n'ai pas la solution parfaite. Les Américains, c'est l'élection. À la limite, pourquoi pas? Mais ce n'est pas ça la solution. La solution, ça serait un contrôle réel de la justice par des tribunaux populaires. Parce que les juges, comme je disais tout à l'heure, doivent être au service du peuple et non pas d'autres intérêts. Or, on voit bien qu'ils sont aux ordres de tous les gros intérêts. Aux ordres d'autres intérêts, est-ce que, par exemple, puisque vous disiez pour les chirurgiens dentistes, sur la base d'une transparence santé, est-ce qu'on devrait créer une base transparence justice, par exemple, où l'on pourrait apprendre l'appartenance à tel ou tel lobby d'un magistrat? Normalement, la profession de juge devrait faire qu'on n'appartienne à aucune loge, à aucune famille de pensée, qu'on soit un petit peu simplement du bien commun. Hein. La justification de la justice, comme la justification de l'État, c'est la recherche du bien commun. Si on oublie cela, on sert d'autres intérêts et on devient un nuisible. Or, aujourd'hui, les établissements qui règnent sur la planète sont des nuisibles et sont servis d'intérêts privés. Alors, vous posez à juste titre la question, qu'en est-il de la prise illégale d'intérêt des juges eux-mêmes? Ceci nous ramène à la question des élus face à l'accusation de prise illégale d'intérêt. Et vous-même avez été condamné pour prise illégale d'intérêt. Alors, est-ce que votre livre n'est pas tout simplement un règlement de compte, Jacques Bompard? Non, pas du tout. D'une part, ça tient très peu de place dans mon livre. J'ai essayé de le synthétiser parce que, en fin de compte, c'est simple. Hein. J'ai commis une erreur phénoménale. C'est de ne pas lire la relation d'un conseil municipal et de signer de confiance sur ce qu'avait écrit la secrétaire. Et alors que, pour être complet, le dossier délicat, c'était le fait que ma fille achetait un délaissé.
mais elle l'avait acheté au cours d'une enchère. Elle l'avait acheté au cours d'une enchère, donc il n'y avait pas de problème. En plus, la somme peu importante que cela, que l'opération a demandé, aurait fait que j'aurais pu le faire en arrêté. Et donc, ce ne serait pas passé en conseil municipal. Donc, j'ai l'honnêteté de le passer en conseil municipal. Je sors, comme le veut la coutume, du conseil municipal pendant que le dossier passe, je rentre après, et le conseil municipal se passe, se termine. La presse fait au cas que je suis sorti d'ailleurs, mais le relevé que je signe ne signale pas que je suis sorti. Crime abominable que j'ai commis. Hein. J'ai commis l'erreur de ne pas relire le délibéré d'un conseil municipal qui avait aucun intérêt à part ça. Et c'est vrai que si j'avais été soucieux, si j'avais magouillé, j'aurais bien regardé que ma sortie soit signifiée. Donc c'est un strict problème de forme et bien sûr la secrétaire a reconnu son erreur, dont l'erreur aurait dû être effacée, et elle l'a reconnu ensuite alors qu'elle n'était plus fonctionnaire et que sa liberté était totale. Et bien sûr, les juges n'ont retenu ni l'un ni l'autre, puisque le fond du problème, c'est que je devais être condamné, et je devais être condamné parce que j'ai réussi ma gestion municipale en dehors du système. Et je dois vous confesser que cette gloire-là passe avant la condamnation. Vous insistez d'ailleurs dans l'ouvrage sur la petite histoire judiciaire de deux maires que vous avez donc bien connus, vous à Orange et votre épouse à Bolène, toujours dans le Vaucluse et à quelques encablures de Orange. En quoi sont-ils finalement symboliques ou emblématiques, ces deux histoires judiciaires à Orange et à Bolène? Alors, ce qui est emblématique, c'est justement pour mon cas que, alors qu'il n'y a pas d'intéressement financier à l'opération, je suis condamné à l'inéligibilité totale, 5 ans, c'est tout le monde, donc sans aucun motif, alors que dans le même temps, des tas de malfaisances d'élus sont absoutes. Sont absoutes. Je n'ai pas voulu les citer là, mais dans mon département, il y a des gens qui ont fait des malfaçons avec côté financier intéressant, et qui ont été absous, n'ont pas eu d'inéligibilité, et quelquefois n'ont pas été condamnés du tout. Il y a même des dossiers qui disparaissent. C'est vous dire. Quand on est bien placé, les choses s'arrangent mieux que quand on combat le système. Et quand il s'agit de ma femme, là, c'est encore plus extraordinaire, puisque elle est battue de 200 mois, mais avec 10 motifs d'inéligibilité. 10 motifs qui, dans certains d'autres cas, un a suffi à annuler l'élection. Là, les 10 n'annulent pas l'élection. On voit bien que le dossier est pipé et que les juges servaient d'autres intérêts que le bien commun. Marie-Claude Bompard, donc ancien maire de Bolène. Vous citez aussi comme... Elle est conseillère municipale et je peux vous annoncer qu'elle gagnera les prochaines élections à Bolène. On verra, c'est dans 1 an et demi, 2 ans. Vous citez comme exemple la construction de Claudius qui met en scène alors le frère de Manuel Valls, Liberto Valls. Ouais. C'est assez amusant, monsieur. C'est une amusette de droit. Le plan local d'urbanisme prévoit que les bâtis sur Orange ne peuvent pas dépasser une certaine hauteur, qui est l'auteur du théâtre antique. Donc, il y a une raison artistique là-dessus. Et le maire qui m'a précédé a fait un projet qui s'élevait au-dessus du théâtre antique, donc en désaccord total avec le PLU, qui est la loi du bâti. Désaccord total. Et il n'y a eu aucun problème pour obtenir le permis de construire, puisque le frère de Valls, qui était l'attaché du maire précédent, a fait une intervention auprès de son frère et le permis de construire a été accepté. C'est toujours les jugements qui sont à plusieurs vitesses. Là, c'était un jugement administratif, il y a des jugements politiques, et tout ça fait que la pagaille est énorme. La pagaille est énorme. Mais puisque vous avez commencé à attaquer, il y a un cas qui est extraordinaire, vraiment extraordinaire, c'est
le contrat qui unissait, avant que j'arrive, une grosse structure nationale de traitement des eaux et de l'assainissement, qui gérait les affaires de la ville depuis 50 ans. C'est l'affaire de la SAD. 50 ans qu'ils étaient gestionnaires. Et ce que me racontaient les Orangeois, c'est que c'était scandaleux, parce que non seulement ils géraient l'eau et l'assainissement, mais en plus, ils faisaient les travaux. Et non seulement ils les faisaient, mais ils les décidaient. Et ceci sans appel d'offres. Donc, on est totalement hors la loi, au moins dans l'esprit de la loi. Il est totalement inadmissible que cela se passe. Quand on me disait ça avant l'élection, d'accord, je suis élu, je contrôle. Et effectivement, ils tiennent ça depuis 50 ans. Et effectivement, il y a un fonctionnaire qui est à leur service et qui nous fait passer les dossiers qu'eux font, dont les dossiers de travaux nouveaux, les dossiers d'entretien, les dossiers d'investissement, qui devraient passer par appel d'offres et qui ne passent pas puisque c'est la SAD qui les réalise. Je ne sais pas si vous réalisez. Normalement, dans un état de droit, avant même que j'arrive, ils auraient dû être traduits en justice et le contrat de délégation aurait dû être cassé. Bon, nous arrivons, mais comme nous sommes prudents, on attend d'avoir un prétexte pour attaquer la convention qui nous lie à cette structure. Et on lit, il dispose d'un contrat en béton, donc on lit le contrat, on le fait lire par des avocats, les avocats me disent son contrat est béton, mais tous les 3 ans, vous devez avoir une réunion avec eux, et là vous pouvez faire vos remarques. Donc on attend 2 ans, au bout de 2 ans, on fait une réunion avec eux, on leur explique qu'on n'est pas d'accord avec la délégation de travaux, on n'est pas d'accord avec le fait qu'ils ne fassent pas d'appel d'offres et que donc on va revenir à quelque chose de plus normal. Et méprisant, ils nous disent il n'en est pas question. Donc, on révoque le contrat qui nous lie et on en lance un nouveau. Ils nous attaquent et au lieu d'être condamnés sur leur gestion inqualifiable, hein, le juge casse notre arrêté. Hein, mais enfin ça continue quand même de faire gérer l'eau et l'assainissement par celui que nous avons élu, hein, en faisant un concours, et on se bat. Le combat va durer 10 ans, on va être débouté 10 fois, et à la 11e, on va gagner. On va gagner, mais on va gagner d'une manière que je trouve scandaleuse. On va gagner, mais on va être condamné à payer 7 millions d'euros, 6,9 millions d'euros à la SAD, alors que son processus était scandaleux. On va donc être condamné à payer 7 millions d'euros. Elle n'est condamnée à rien. Hein, le fait de pouvoir trafiquer c'est aucun problème. Et pour vous donner un chiffre, les chiffres des travaux, quand on les a fait expertiser, coûtaient entre 60% de moins et 300% de moins. Hein, donc, ça y est. Bon, donc, on a fini par gagner à la longue, en se battant contre la justice. On a fini par gagner à la longue. Et malgré ce coût de 7 millions d'euros que vous avez été obligé de payer, le bénéfice qu'en ont fait la ville et les Orangeois a été énorme, je le dis dans mon livre, puisque l'eau, les Orangeois l'ont payé 30% de moins, ils l'ont payé 1,20 € le mètre cube, ils l'ont payé 0,80 le mètre cube, ce qui n'est pas rien, et sur la première année, sur les travaux neufs, on a fait 2,8 millions d'économies. Donc, malgré le fait que les juges n'aient pas du tout respecté la loi et l'esprit de la loi, malgré ce, notre combat, titanesque, 10 ans, hein, a eu un résultat extrêmement positif pour les Orangeois. Je ne sais pas si j'ai été clair, mais j'ai fait de mon mieux pour éclairer ce dossier bien complexe. Il y a beaucoup d'autres exemples. J'invite les téléspectateurs à se référer à l'ouvrage du cas de la mosquée salafiste de Bolène et bien d'autres. La justice est-elle aussi déplorable partout? Est-ce que finalement le syndicat de la magistrature fait le mal partout? Alors, je le dis dans mon livre, il est indiscutable qu'il y a des juges de qualité qui sont honnêtes et qui font de leur mieux.
D'ailleurs, j'en ai rencontré plusieurs qui se plaignaient du contexte dans lequel ils étaient et qui me disaient que ma condamnation était scandaleuse. Ce qui m'a fait peut-être plaisir, mais n'a rien changé au fond des problèmes. Donc, je suis persuadé qu'il y a de bons juges. D'ailleurs, dans mon mandat, il y a eu, je crois, 41 jugements homologués. 41 jugements que les services ont bien notés. Et sur ces 41 jugements, on n'en conteste que 21, je crois. Mais on le compte, sur ces 21, on les conteste absolument. Il y a des exemples amusants. Des exemples amusants. Quand je suis élu, la une du journal Libération, la une de Libération, montre 8 ouvrages en disant voilà les ouvrages censurés par la mairie d'Orange. Je venais d'arriver, je n'étais pas encore allé à la médiathèque, donc je demande est-ce que nous avons ces livres-là? Et on en avait 7 sur les 8. Donc je fais un communiqué, je fais constater par huissier, constater par huissier que les livres y sont, et je fais un communiqué un droit de réponse à Libé, qui ne l'a pas passé. Je fais un appel et je suis condamné. Je suis condamné d'oser faire appel sur et des événements comme ça sur la désinformation, sur les droits de réponse, ça a été une fontaine. Il y en a eu des flopées. Alors, c'est vrai que on ne peut pas ne pas être convaincu après cela qu'une partie de la justice est totalement serve et que l'autre se laisse asservir. Donc, l'un dans l'autre, la situation est dramatique pour la justice et il faut absolument trouver dans les meilleurs délais une solution pour rétablir la cohérence dans ce dossier. Et vous évoquez, vous, les remèdes, les coûts et les voies empruntées pour retrouver une justice au service, dites-vous, des Français. Ma dernière question, parce que cela va vite, Jacques Bompard, et que nous sommes par Skype, ce qui est toujours plus difficile pour les téléspectateurs qui nous regardent. Vous assistez et vous insistez sur le fait que la France vit, dites-vous, un francocide silencieux. Et dans ce francocide silencieux, quel est votre rôle à vous encore ? D'abord, je veux quand même 2021. rappeler. On a très vite, j'ai analysé les grandes justices dans 3 autres pays, Amérique, Chine et Islam. Dans ces trois pays, la règle, d'abord, c'est la sévérité. Sévérité grandissime, une peine de mort dans les trois pays et des sanctions à tire-larigot. Mais les résultats, c'est qu'il n'y a aucun progrès dans la justice aux USA. Non seulement, mais elle continue à se déliter. Par contre, en Chine, sécurité. Dans les pays d'islam, sécurité. Et qu'est-ce que c'est qui différencie ces 3 pays? C'est que dans les Américains, le communautarisme est la règle et que dans les 2 autres, il y a une unité philosophique et idéologique et religieuse même quelquefois qui fait qu'il est assez facile de maintenir la sécurité. Donc, dans les solutions, d'abord, je pense qu'on dit beaucoup de bêtises quand on parle de justice. La France s'enorgueillit de ne plus pratiquer la peine de mort. Elle ne pratique plus la peine de mort pour les assassins. Mais la peine de mort a explosé pour les non-criminels. Il y a 1000 morts par an actuellement dans des crimes. Il y avait, au temps où la peine de mort s'exerçait, en France, il y avait 1 à 2 mises à mort par an. 1 à 2, 1000 aujourd'hui. Et 45 suicides chez les forces de l'ordre. 45 suicides parce que c'est eux qui sont sur la sellette au lieu que ce soit les criminels. 1 à 2 du temps, les criminels risquaient la peine de mort. Je crois que quand on n'aborde pas les problèmes avec tous les éléments d'analyse cohérente, eh bien, on passe à côté de la plaque. Par contre, je crois que si l'on veut rétablir la sécurité dans notre pays, il faut regarder ce que Éric Zemmour dit, et on aura des éléments pour ouvrir les yeux et trouver des solutions. Je crois que ce qui manque, c'est la volonté politique, et ce qu'on a en trop, c'est la servilité
du système qui nous gouverne d'une manière de plus en plus totalitaire, parce que quand on veut remplacer Dieu par le culte de l'homme, eh bien, évidemment, il y a des résultats, et ces résultats-là sont dramatiques, ce sont ceux que l'on nous fabrique. Vous êtes resté un bon politique, puisque à la question quel va être votre rôle, vous n'y avez pas répondu. C'est bien là la démonstration que vous faites encore de la politique. Mon rôle, c'est d'être un peu celui qui vous embuscaille et qui vous fait réfléchir. Le livre que j'ai écrit, c'est un livre de combat. C'est un livre pour militer, parce que, contrairement à ce que l'on pense, il y a une place pour le combat que je mène depuis force dizaines d'années et que j'ai mené avec certains succès. Donc, je voudrais faire beaucoup d'émules, que beaucoup de gens qui veulent que les choses changent lisent ce livre et voient qu'il y a des chemins pour ceux qui ont le courage de se battre. Parce que hier, il y avait les chevaliers, aujourd'hui, il y a les combattants politiques, mais je crois qu'ils sont encore plus rares que les chevaliers d'hier. Merci Jacques Bompard.